Eh, Ouais. est-ce que tu sais d'où vient le terme plouc? Non. Alors, c'est à pas confondre avec cloug, hein, parce que comme tu le sais... Évidemment, rouler sous les aisselles, on connaît. Absolument. Eh ben, figure-toi que ça vient du breton. On a définitivement tout inventé, mon gars, hein. Même si, là, c'est à notre insu. Parce que au 19e siècle, il y a de nombreuses familles paysannes bretonnes qui ne parvenaient plus à vivre de leurs terres et qui ont donc tenté leur chance à Paris. Alors, l'origine du terme plouc serait que bon nombre de Bretons venaient d'une ville dont le nom avait le préfixe plou, qui signifie paroisse ou commune en breton. Parce qu'il faut bien dire qu'on en a une palanquée de bled en Bretagne qui commence par ça. Plouagat, Plouaret, Plougar, Plougastel, Plouzané, Ploudalmézo et bien sûr, Plouzévédé. Et plus balai. Et Plouvalet. D'ailleurs, Plouzévédé, c'est là qu'on fait la poudre. La poudre de Plouzévédé. Alors, rustre et parlant mal, je suis très fier de celle-là. Rustre ou parlant mal et pas du tout le français, les Bretons étaient aussi vus avec condescendance et mépris par les Parisiens. Oh bah Gast, ça a pas changé ça, dis donc. Tu m'étonnes. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Pas mal, c'est français. Ah! Enculé, sans prendre un bébé! Ah, ça costume. Je rigole, pas un noir. Non, je rigole, c'est à la fin qu'on le dit. Ok. Éric Jurem, ou tu viens de poser ta pêche sur mon bureau? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, crachoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars, l'inénarrable trublion à la verve turgescente qui nous étouffe par sa culture et nous subjugue par son phrasé inimitable. Oh là. Je veux bien sûr parler de Sam. Comment vas-tu bien, toi, là? Bah écoute, ça va, je suis flatté mon gars. Ah ouais, mais tu peux. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas mal. Il m'est arrivé un truc cette semaine. Oh, dis-moi. Alors, tu n'es pas sans savoir que j'habite en Irlande depuis à peu près 10 ans. À peu près, ouais. Et toi, d'ailleurs? Moi, je fête ma 13e année à la fin du mois, là. Ah, tu es un sage. Pour Mais nous oui, tous. mais C'est oui, mon gars. Incroyable, incroyable. Tu m'impressionnes, tu m'épates. Tu me subjugues, comme j'ai déjà dit. Alors, pour en revenir à ma mésaventure, il se trouve qu'en sortant de chez moi, pour aller au travail et participer à la marche froide et implacable du capitalisme, j'ai fait une erreur de débutant pour quiconque habite ici. Ah merde. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de nuages et j'ai regardé directement le soleil sans protection. Alors, étant donné qu'ici l'hiver commence fin septembre et se termine mi-septembre, les occasions de voir le soleil sont assez rares, ce qui nous expose au même risque que les habitants troglodytes quand ils quittent leur tout-terrain. Alors, L'éblouissement, quoi. Ouais, voilà, c'est un flashbang directement. Le soleil! Bref, tout ça pour dire que j'ai été partiellement aveugle pendant 3 jours. Donc à tous les expatriés, faites gaffe au soleil. Bon, On est d'accord. j'exagère pour la vanne bien sûr. J'ai été aveugle qu'une journée. Sur cette belle histoire, attaquons le premier sujet. Shall we? Qui sont-ils? C'est les dictateurs que personne ne connaît. La soif de pouvoir est inscrite dans les gènes des hommes. Depuis la nuit des temps, à une époque où les hommes étaient tous velus et portaient des slips en peau de bison, il y avait forcément un leader au sein des tribus qui souvent ne demandait pas vraiment l'avis de ses congénères et on peut supposer que la moindre protestation était suivie d'un gros coup de massue en pleine tronche. Alors maintenant imaginez que ce dude, tout velu et en slip, on lui donne un cerveau légèrement plus évolué, un ego au-dessus de la moyenne, une revanche à prendre ou un nationalisme exacerbé, et une cohorte de suivants, si possible ex ou actuellement militaire. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Je sais pas, moi, un dictateur? Et oui, ça, un Ouais. dictateur! Alors je vais vous présenter des exemples de dictateurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou alors qui ne sont pas sous les feux de la rampe de l'histoire, comme certains moustachus au pluriel, au XXe siècle, wink wink. Alors, un dictateur, qu'est-ce que c'est? D'après le Larousse, c'est une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Au niveau des synonymes, on trouve tyran, despote, autocrate, et dans la majeure partie des cas, on peut également dire un sacré FDP. Alors, dans la Rome antique, c'est là que le terme a été créé, donc la fonction de dictateur a été instituée en 501 avant JC, donc Jean-Claude Van Damme, D'accord. pour gérer une situation d'urgence le plus efficacement possible.
c'est par exemple suite à un désastre militaire ou une crise politique, on dit non, ok, là je gère. Le mec il dit c'est bon. Donc dès lors, un magistrat extraordinaire qui détient les pleins pouvoirs, que l'on désigne d'ailleurs les pleins pouvoirs par imperium. Coïncidence? Est-ce que Je ça... ne crois pas. Ouais, petite rêve. Alors c'est pour un mandat qui ne peut à l'origine pas excéder 6 mois. Ah, donc là, on n'est plus dans le despotisme. Hein. Non, c'est quand même très carré. Hein. Ouais, Ils ont ça reste quand même dans le cadre de la loi. Quoi. Ouais, faut quand même rester, voilà. Bon, on va voir qu'au travers de notre histoire, et principalement contemporaine, que la règle des 6 mois... Alors, on je veux s'en pas... bat les couilles. Voilà, non, alors... Pardon. Autant On va pas être vulgaire. Moi, je vais dire qu'ils se sont bien tamponnés le coquillard. Alors, je vais commencer par un dictateur. Moi, je n'en avais, mais vraiment jamais entendu parler. C'est Antonio de Oliveira Salazar. Alors, Salazar, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Vas-y. Alors, je pense parce que tu penses à Salazar Serpentard. Ah merde, Mais oui. mais non, mon gars, c'est pas Harry Potter, il n'y a pas de balai. Là. Non, là, en fait, là, je dois bien l'admettre, celui-là, je le connaissais pas, c'est un dictateur portugais. Ah oui, non, mais si, je le connaissais. Si, Ah, si. tu Ouais. oh, tu as pas un peu de mauvaise foi, là. Mais si, ça me dit quelque chose. Mais si, mais vas-y, crois-moi. Mais non, mais je vais quand même t'en parler. Bah, s'il te plaît. Alors, bon, du coup, je pense qu'on ne connaît pas trop parce qu'en général, tu vois, au niveau des programmes scolaires, on parle pas trop forcément de l'histoire de tous les pays européens. Ouais, du Portugal, généralement, assez du peu. Portugal, voilà, c'est ça. Alors, ce mec-là, qui c'était ? C'était un universitaire dépourvu de charisme, un politicien sans expérience militaire. Et il s'est pourtant maintenu presque 4 décennies à la tête du Portugal, de 1932 à 1968. Putain. Tu vois alors, pour mettre le contexte, le Portugal était déjà sous le contrôle d'une junte militaire depuis 1926 suite à un coup d'État. Et en 1928, le général Carmona, donc, qui était à l'époque président de la République, suite au coup d'État, il nomme Salazar ministre des Finances parce qu'il est réputé comme compétent et intègre. C'est un gars sûr, quoi. Ok, Et ça me fait marrer parce qu'il y a souvent ça qui arrive compétent et intègre, et puis après tu vois le résultat et bon, tu te dis ouais. J'y viens. Donc peu à peu, donc Salazar s'allie avec les uns pour mieux évincer les autres. Il flatte, il rassure, il manipule, il use du chantage et de la démission, jusqu'à arriver à se hisser au poste de président du Conseil en 1932, soit la plus haute fonction de l'État. D'accord. De là, il instaure directement la dictature qui porte le nom de l'Estado Novo. Donc sans plagier ouvertement Hitler et Mussolini, il affuble quand même cet état d'aspect fasciste, hein. Donc haine affichée du libéralisme et du socialisme, du communisme, nationalisme exacerbé, culte du chef, parti unique, système de contrôle de la population poussé à l'extrême, corporatisme, embrigadement de la jeunesse, bref, du classique. Bah au moins comme ça file droit, mon gars. Ah ouais, voilà, mais c'est ça file qu'il droit. nous faut aussi bien de non, faire. mais Une fois, je ne marre de faire, voilà, mon mais gars, c'est quoi. ça exactement. Et d'ailleurs, son travail a été remarqué puisque en 1944, un autre personnage éminent d'un autre régime dictatorial a dit de lui « Le programme national et social qu'il a conçu correspond exactement au nôtre. » Alors Sam, qui c'est qui a dit ça ? Est-ce que c'est Galeazzo Ciano, le bras droit de Mussolini ? Est-ce que c'est Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich ? Luis Carrero Blanco, le chef du gouvernement sous Franco ? Ou est-ce que c'est Éric Zemmour ? En 44, il a dit ça ? Absolument. Alors, j'hésite avec... Alors attends, t'as un espagnol, t'as un italien et un allemand, quoi. Ouais. Sachant que c'était toutes des dictatures fascistes, bon, c'est un peu compliqué là. Je vais te dire, allez, on va dire, non, je vais pas prendre Goebbels, je vais prendre l'espagnol. Donc Luis Carrero Blanco ? Ouais, je vais prendre lui, ouais. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, merde. C'était effectivement Joseph Goebbels. Ah merde, Donc non, parce c'est que... dire à quel point Salazar, il avait quand même une bonne cote. Ouais, hein. c'est clair. Mais tu vois, je me suis dit, tu vois, qu'en 44, la plupart des hauts dignitaires nazis, ils savaient déjà plus ou moins que c'était un peu ça fini sentait pour un peu eux. le sapin. Hein. Donc je me suis dit, ouais. Tu vois, si tu vas Non, dire j'ai en 39. revérifié, mais c'est bien cette date-là. D'accord. Ouais. Bah, écoute, je te crois, mon gars. Alors, en vérité, le salazarisme, c'est pas facile. Le salazarisme se voulait plus réactionnaire que fasciste. Il prétendait exorciser la hantise du déclin par 5 mots structurant le quotidien portugais, à savoir Dieu, patrie, autorité, famille, travail. Ça te rappelle quelque chose ? Oui, effectivement, Hein effectivement. Dans nos chères contrées, Eh on oui. a eu un autre moustachu Un d'ailleurs. autre moustachu. Ouais. Et oui, et pour cause. Pétain affirmait posséder les idées de Salazar et la tunique de Carmona. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il l'a dit. Tu l'as si bien imité. Voilà, donc pareil, comme quoi il avait quand même des admirateurs partout en Europe. Ah, hein, c'est vrai, c'est vrai.
à l'époque. Donc la doctrine donc, se positionne comme solide, prudent, conciliateur, tout pour la nation, rien contre la nation. L'Estado Novo protège le Portugal des influences pernicieuses du monde extérieur. Donc on reste entre nous et tout ira bien. Pas d'expansion militaire. Ah bon, au moins ils étaient comme... Oh, ok. Voilà, c'est ça. Il ne martyrisait il ne primait que son peuple. Ah mais tu me fais une super transition, j'y viens. Ah bah. Alors bien évidemment, comme dans... Tu me dis, hein. Non mais... tellement connecté. Alors bien évidemment, comme dans toute dictature, il doit y avoir un peu de répression de la population, hein, sinon où est le fun? Bah ouais. Donc on a bien sûr la censure qui est omniprésente par dissimulation. Donc tout ce qui ne convient pas aux préceptes de l'État est retiré de la circulation. Les mauvaises nouvelles sont tues dans la presse. Quiconque est inconvenant pour le régime n'existe plus officiellement. Dans les années 1930, la Légion portugaise, donc une milice chargée de traquer les Os Vermelhos, je ne sais pas si j'ai l'accent, mais à savoir les rouges. Après, les rouges. rouges. Les rouges. Les rouges. On se demande bien de qui il parle. Bah ouais, ça c'est clair. Donc cette légion participe à la construction de camps de concentration, notamment à Tarrafal, au Cap-Vert. C'est ça qu'on aime. On estime qu'environ 30 000 personnes furent arrêtées pour des motifs prétendus ou réels d'opposition politique. Donc ils étaient emprisonnés, voire éliminés. Donc, bah bien vénère. Hein, durant l'ensemble du règne de Salazar. Ok. Moi c'est fou, j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est en Europe quoi. Ouais, alors c'est clair. Oui, ok, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé, mais le mec il a fait la même chose juste à côté pendant ce temps-là. Mais ça se trouve, tu vois, le mec il a pu faire ça un peu inaperçu parce qu'il y avait tellement des gros blocs fachos juste à côté entre l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Laisse tomber, ce petit pays là du bout de la péninsule, tout le monde l'a oublié en fait quelque part quoi. Bah donc, c'est ça ouais. Ouais, c'est fou. Donc d'ailleurs, justement, ils sont vraiment restés entre eux. Donc le Portugal ne prit pas part à la Seconde Guerre mondiale et resta donc neutre. Mais bon, il décréta quand même un deuil national en apprenant le suicide d'Hitler en 1945. Oh là là, on est triste. Alors bon, comme souvent, les règnes de dictateurs ne sont pas aussi glorieux. Les fins de règne de dictateurs ne sont pas aussi glorieux qu'ils le souhaiteraient. Donc il meurt d'un AVC en 1968. Le magicien des finances laissa un pays sanglé dans une économie archaïque. L'agriculture, dont la part dans le produit national brut avait plongé de 28% en 50 à 9% en 73, donc c'était vraiment la merde. Faute de perspectives d'avenir, les Portugais furent des centaines de milliers à émigrer en France et au Brésil, ce qui explique donc cette grande diaspora chez nous. Ah, effectivement, effectivement. Et on appelait ça, voilà, c'était surtout en fait, c'est suite à la mort de Salazar, où son successeur a pas du tout réussi à reprendre les rênes du pays. Et il y a eu quand même des élections. Et là, donc, ils expliquent que c'est ce que les Portugais ont fait. Ça s'est appelé, ils ont voté avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils sont partis, quoi. Ah oui, d'accord. Là, du coup, le régime avait un peu desserré son emprise et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils sont cassés, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah ça se comprend. Évidemment. Ouais. Alors voilà, ça c'était pour le Portugal. Maintenant, on va aller à l'autre bout de la planète. On va aller au Japon. Oh. Et oui, avec un certain général du nom d'Hideki Tojo. Donc ce général japonais fut Premier ministre du Japon de 1941 à 1944 et également chef d'état-major. Donc en fait, il occupait tous les pouvoirs durant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ouais, tu es d'accord avec ce que je dis? Je suis d'accord. Tu es d'accord. Alors, quelques jours après sa prise de fonction, il prit la décision de déclarer la guerre aux États-Unis. En fait, il a persuadé l'empereur Hirohito que face à l'ultimatum américain, il n'y avait pas d'autre solution. Donc en fait, l'instigateur de l'attaque de Pearl Harbor, c'est lui. Ah. Voilà, on lui en doit une bonne. Hein. Donc il dirige à la fois le Japon et mène la guerre, et dans les deux cas avec une véritable main de fer. Donc avec des restrictions entières au niveau du pays, tout était tourné exclusivement vers le conflit, quoi. Ouais, vers l'industrie de la guerre, quoi. Exactement. Mais bon, suite au déroulement de la guerre et avec les défaites militaires successives et deux bons gros champignons qui vont tomber sur Hiroshima et Nagasaki, ça va finir par sceller son sort. D'ailleurs, le premier de ces gros champignons, celui d'Hiroshima, il vient d'une bombe qui avait un petit sobriquet tout choupinou-pinet. Alors Sam, était-ce Big Boy, Little Boy, Enola Gay ou Big Badaboom? Alors attends, t'en avais... Attends, tu redis-moi les deux premiers s'il te plaît. Big Boy et Little Boy. Attends. Moi je vais dire Little Boy. Et c'est une bonne réponse, Yes. effectivement, c'est le nom donné. Et l'autre c'est Fat Man, c'est ça? Et je crois que la deuxième c'est Fat Man, effectivement, ouais. Je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est ça, effectivement, quoi. Parce que Big Boy, en fait, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Et Enola Gay, en fait, c'est l'avion qui transportait
la bombe. D'accord. Enola Gay, nanananananana. C'est la chanson. Ok. Non, parce que je chante super bien, ça t'as reconnu tout de Ouais, suite. ouais, absolument. Alors revenons à ce cher Hideki, parce que donc alors au moment où il allait être arrêté par les autorités américaines en septembre 1945 suite à la défaite du Japon, une fois que sa maison est encerclée, il tente de se supprimer en se tirant une balle dans le ventre, parce que il avait pas son sabre à portée de Ah, il main, se fait même pas apparemment. seppuku, le gars, quoi. Il avait pas son sabre. C'est- Quelle indignité. Et donc il se tire dans le ventre, mais il loupe le cœur. Coup dur pour Hideki. Donc, contrairement à l'empereur Hirohito, ce fut lui qui assuma les principales charges du procès de Tokyo en 48. Le procès de Tokyo, c'est l'équivalent du procès de Nuremberg, mais pour les guerres du Pacifique. Voilà, du coup, on lui a, du coup, il a tout pris sur le dos. L'empereur n'a pas été inquiété du tout. On lui a tout mis sur le dos. Donc, crime inhumain contre les prisonniers de guerre, attaque contre d'autres nations, occupation hostile. En gros, crime contre l'humanité. Bah ouais. Donc, C'est la moindre des choses. voilà, donc quand c'est toutes les saloperies qu'a fait le Japon durant le conflit, c'est peut-être qu'on en parlera un jour, mais entre les Hellships, les marches de la mort, Ouais, le massacre de Nankin en Chine. voilà, on peut faire un sujet complet. Les femmes coréennes, tout ça. Ouais, tout ça, oh putain, ouais. ouais. Une autre fois. Oui. Donc du coup, dans ce procès, alors déjà dans le cas d'Hideki Tojo, il a quand même pris 2 ans et 2 ans et demi sur plus de 800 audiences. Tout ça pour qu'au final il soit pendu. Ça valait vraiment le coup de... Ouais, de prendre autant de temps, quoi. Voilà. Donc bon, voilà, c'était quand même un dictateur pendant toute la période du... Donc ça, il rentre dans les clous. Ouais. C'était un dictateur. Ouais, techniquement, enfin... Bon, est-ce qu'il avait un... Parce qu'il y avait quand même l'empereur Hirohito qui était quand même symboliquement au-dessus de lui, quoi. Ah bah une figure divine. Mais Hirohito, comme tu dis, il prenait pas de décision, quoi. Il était Non. juste là... je suis une divinité. Voilà, en fait, c'était lui qui lui disait quoi faire. Ouais, voilà. C'était plutôt ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est presque à se demander, parce que tu sais, quand ils ont balancé les bombes atomiques, du coup, ils ont balancé la première bombe, les Américains ont dit, bon, ils ont demandé à Hirohito, bon, tu te rends. Ouais. Et là, l'autre, il a dit, ah non, je me rends pas. Et là, paf, Nagasaki. C'est à se demander si, du coup, c'est pas lui, là, Hideki Tojo, qui lui a dit, non, rien à foutre, on s'est pris la première bombe, mais non, on se rend pas, quoi. J'ai pas pu confirmer, donc voilà, je ne sais pas. Et je n'ai absolument aucune transition, mais on va passer, du coup, j'ai réussi à trouver une femme dictatrice. Ah. Et oui, parce que je me suis posé la question dans l'histoire, c'est vrai qu'en général, quand tu penses à un dictateur, tu penses à un mec en uniforme militaire, mais c'est souvent un dude. C'est quand même... Bah ouais. Alors j'ai voulu trouver des exemples, mais voilà, pour voir comment ça se passe quand elles sont à la tête d'un état autoritaire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à imaginer une femme sanguinaire. Je sais pas pour toi. Je sais pas, pourquoi pas après tout. Moi, je les vois comme des êtres vachement plus subtils. Tu vois. Alors, c'est pas faux, Tu mais vois. elles sont peut-être aussi plus subtiles dans leur application de la dictature. Exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une prise de pouvoir, il y a quand même... Et Mm. le truc, c'est qu'on a quasiment ou presque peu d'exemples. C'est souvent des femmes de dictateurs. Tu vois, comme Elena Ceausescu, Ouais, mais ouais. il n'y a pas vraiment de... Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose. Et puis en plus, en fait, je me suis rendu compte que les femmes ont été et sont toujours écrasées par le patriarcat. Et par conséquent, leur accès au pouvoir, de quelque manière que ce soit, a toujours été extrêmement compliqué, soit carrément impossible. Ouais. Donc ce qui explique que, on voit... Ou est conditionné par Voilà. un père, un frère ou. Exactement. Mm. Alors, du coup, mon exemple, on va remonter jusqu'à l'Égypte antique. Oh. Ou alors à l'époque, qu'elles soient servantes, tisseuses, nourrices ou princesses royales, les femmes étaient souvent des silhouettes d'arrière-plan, dont l'importance historique est difficile à définir de manière certaine. Toutes ? Non. Nous avons Hatshepsut. Alors je viens pas d'éternuer, c'est vraiment son nom. Donc nous sommes elle est née vers 1508 avant JC, donc avant Jean-Claude Van Damme. Évidemment. Et elle est l'épouse royale de Thoutmôsis II. Donc son mari meurt en 1479 et elle doit assurer la régence en attendant que son fils, Thoutmôsis III, soit en âge de devenir pharaon. Mais après quelques années et après s'être assuré du soutien des hauts fonctionnaires de la cour, Hatshepsut se déclara pharaon. Hop, c'est moi. Allez, hop. Ah ouais. Donc elle adopte les emblèmes et les titres associés à ce titre. Donc elle porte telle espèce de barbe là. La Barbie rayée là. Ouais, voilà, les deux bâtons le fléau et le bâton de berger. Je pense pas que ce soit le bâton de berger. Enfin, tu vois, c'est ce qu'ils portent souvent sur les sarcophages. Ouais. Elle va même revendiquer le dieu Amon comme étant son père et insister sur le fait qu'il voulait qu'elle prenne en charge l'Égypte. Elle disait, j'ai agi sous son commandement, c'est lui qui m'a conduite. Donc hop, pouvoir divin, paf. Allez, voilà. boum quoi. Donc une fois en possession du pouvoir absolu, elle ne pouvait malgré tout pas mener d'homme à la guerre. Parce que ça c'est un truc de dude, hein, la bagarre, la guerre, Ah bah, la guerre. ça nous connaît, ça c'est un truc à nous ça. Voilà.
Donc à la place, elle a envoyé ses soldats dans une expédition commerciale vers le légendaire pays de Punt, le long de Punt. Oui, c'est le nom de Punt. C'est le long de la côte sud de la mer Rouge. Donc et après, suite à ça, l'expédition revient chargée d'or, d'ivoire, d'arbres à myrrhe vivants et d'une ménagerie d'animaux exotiques, dont des singes, des panthères et des girafes. Donc un grand succès. Alors pendant ce temps-là, son fils, en fait, Toutmoses III, lui, il servait uniquement de co-dirigeant. Alors il n'a pas été banni, mais sa mère l'a complètement éclipsé. Jusqu'à donc la mort d'Hatshepsut vers 1458 avant JC, où il a enfin pu devenir pharaon. Et au final, donc Hatshepsut a quand même régné pendant autour de 21 ans, dont 15 comme monarque principal, quoi. Pas uniquement en tant que régente. Ok. Et ce fut une période de paix et de prospérité pour l'Égypte. Voilà, c'est comme quoi non, les mais on avait dictatrices, il est où le sang et... Eh ben non, rien du tout. Non, rien du tout. Son règne a été vraiment cool. Bon Voilà. faut Et vraiment d'ailleurs, croire que les femmes sont supérieures à nous parce que là... Et si on la connaît si peu, c'est parce que son petit connard de fils s'efforça d'effacer Hatshepsut des histoires et des archives historiques en défigurant ses monuments et en retirant son nom de la liste des rois. Petit connard ingrat, quoi. Ah, vraiment, Ouais, hein. Ah non, franchement. mais faites des gosses. Hein. Ouais, il y a des claques qui se perdent. Ah non, mais grand claque Oh, dans la celle-là. nuque, là, tu vois, si je te rate pas rien qu'avec le vent, je t'enrhume, là. Voilà. En conclusion, la dictature, c'est vraiment pas cool. Un peu comme ce dont tu vas nous parler, en fait. Effectivement, on est d'accord. Ponzi, 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 c'est Charles Ponzi, Ponzi, Ponzi. Alors, petit aparté avant de commencer mon sujet. God, ton sujet était très intéressant. Ah, mais je te remercie. Et nous allons le voir, mon sujet comme ton sujet a beaucoup d'éléments en commun. Donc tout d'abord, pour en revenir maintenant à mon sujet, donc, tout le monde essaye de se faire une place au soleil. Après tout, rien d'étonnant à ça qu'après une dure vie de labeur, on mette tout en œuvre pour pouvoir se la couler douce. Entre un boulot qui te bute à petit feu, un époux ou une épouse qui te gonfle, ou alors des gosses que tu as eu vraiment trop tôt, comment pourrait-on critiquer qui que ce soit sur cette recherche de se mettre bien, à l'aise, bénaise, les couilles à l'air, quelque part. Mais il y a un hic. Parce que si le fameux adage dit « après l'effort », Le réconfort. exactement, certains n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Entre combines, marchandages, magouilles et autres manipulations, voilà ce dont certaines personnes, se parant souvent d'intentions très morales, se rendent coupables. En effet, la magouille a toujours fait partie de la condition humaine, prendre des raccourcis pour son propre bénéfice. Mais la magouille organisée et à grande ampleur est relativement récente et a pu surtout se mettre en place à l'avènement du capitalisme, du développement des places financières et de la mondialisation des flux des capitaux. C'est toujours la même chose. Toujours pareil, hein. On en revient toujours à ça, quoi. Ouais. Celui qui a donné ses lettres de noblesse à ces pratiques, c'est le bien entendu Charles Ponzi, inventeur de la maintenant devenue célèbre pyramide de Ponzi. À la base, le principe est simple. Une personne va se payer sur le dos d'autres personnes qui ont financé son montage financier. L'auteur va ensuite payer les premiers investisseurs avec les investissements de la deuxième vague d'investisseurs et ainsi de suite. Généralement, le système finit par s'écrouler quand les investissements des derniers entrants ne suffisent plus à payer ceux arrivés avant. Ou si tout le monde retire en même temps. Voilà, essaye, ouais, effectivement. Et effectivement, donc Charles Ponzi, de son nom complet, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. On va garder Charles. Hein. on va dire Charles. On va dire Voilà, Charles, ouais, c'est exactement. bien, ouais. Donc ce gars-là, il arrive aux États-Unis, à Boston exactement, en 1903, avec, selon ses dires, moins de 3 $ en poche. Il aurait perdu son argent en pariant durant la traversée. Alors, c'est moi ou ça annonce déjà la couleur Ouais, déjà, on sent que le mec, il est fiable. C'est un gars Ouais, sûr. c'est un gars, ouais, c'est bien. Il sait gérer sa thune, ce mec. Et effectivement, il se fait virer de son premier job de serveur pour vol. Mais après plusieurs tentatives de travail honnête, le mec comprend que le travail honnête, ça paye pas, tu vois. Il va rejoindre l'une de ses connaissances, un dénommé Luigi Rossi, à Montréal en 1907. Oh, à Montréal? À Montréal, mon Oh, bah, gars, tu sais. bah ouais. Où il travaille dans la banque de ce dernier. Cette banque encaisse les économies des immigrants italiens en promettant des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants que les autres banques. Mais le système mis en place est un genre de proto-système de Ponzi déjà, et les clients commencent à se douter de quelque chose, et en voyant ça, le Luigi, il est pas con, il anticipe, et il se tire alors avec la caisse, laissant sur la paille tous ses clients.
Donc voilà, donc déjà un bel enfoiré. Ouais, quoi. pas mal, ouais. Ouais, on est d'accord. Ponzi, par contre, n'est pas inquiété durant cette affaire. A priori, il n'avait pas de lien avec ce montage financier. Mais malgré tout, il finit quand même par se faire mettre en prison pour vol de chèque. Le vol de chèque d'un des clients de la banque de ce fameux Luigi Rossi. Donc en gros, il prenait des chèques, il les remettait à son nom, quoi. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. ok, quoi. bon. Il est alors condamné à 3 ans de prison. Et à sa sortie, le mec, il peut pas s'en empêcher, putain. Il fera continuellement d'autres séjours en prison pour notamment passage illégal de migrants italiens. Bon, clairement... Il mange à tous les râteliers, quoi. Ah non, c'est clair. Et puis surtout, ce qu'on peut voir, c'est que Ponzi et la fraternité italienne, il en a rien à carrer, le gars. Il s'en fout, quoi. Et c'est en 1919 que Ponzi met en place son fameux système qui dure environ 1 an et où quelques 15 millions de dollars sont subtilisés à des investisseurs. Donc Alors- avec l'inflation, ça fait beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est assez énorme, ouais. Alors, et donc des investisseurs séduits par une promesse de rendement sur investissement complètement hallucinante. Et alors, Goth, à ton avis, quelle est cette promesse de retour sur investissement ? Est-ce 100% en 90 jours seulement ? Est-ce 60% sur 6 mois ? Est-ce 100 balles et un Mars ? Ou est-ce, non mais mec, vas-y, fais-moi confiance, reste ici pendant que je vais chercher ça chez mon pote et je reviens dans 5 minutes. Je crois que c'est les 60% sur 6 mois. Et c'est une mauvaise réponse. Oh Le mec, il était à fond, c'était 100% de retour Mais sur investissement en n'importe quoi. 90 jours. Non, mais tu sais, et plus c'est gros et mieux ça passe. Hein. Ouais, faut croire, ouais. Ouais. Donc Ponzi met ainsi son système en place en comparant la valeur des coupons réponses internationaux. Alors ça, c'est un système qui n'existe plus du tout maintenant, mais c'était un système qui avait été créé à l'époque par l'Union postale universelle afin de faciliter les échanges postaux internationaux, tout simplement. Ah oui, c'est des bons de valeur, c'est des bons d'échange. Ouais, en en fait, gros, à peu près, ouais. c'était ça. Et en gros, le système fonctionne ainsi. Pour un coût minimal, le destinataire d'un courrier envoyé depuis un autre pays, peut répondre à l'envoyeur ou alors échanger le coût de ce coupon réponse pour des timbres. Et selon le pays émetteur et le pays récepteur, un profit devient alors possible. Ah oui, bah c'est comme les arnaques avec les cartes cadeaux maintenant en fait. C'est ça. Ouais, c'est un peu le même principe, c'est ça. genre Effectivement. de l'échange d'argent pour leur retirer de la thune mais par un moyen détourné, pour le blanchir en même temps. En fait. Exactement. Formidable. Et du coup, bah, il fait mouche parce que, donc, comme je disais auparavant, en quelques mois seulement, il engrange des millions de dollars. Mais l'arnaque ne dure pas longtemps car il est dénoncé par la Boston Post au bout de quelques mois et est condamné à de la prison. Mais comme à l'accoutumée, avec notre cher Ponzi, c'est que dès sa sortie de prison, Ponzi se rend en Floride pour continuer ses magouilles, mais il est de nouveau pris la main dans le sac. Il peut pas s'en empêcher, le gars, quoi. Et après un nouveau passage en prison, il est finalement expulsé des États-Unis et n'a pas d'autre choix que de retourner en Italie. Là, il trouve d'autres magouilles à bidonner. Il travaille pour l'administration de Mussolini, comme par hasard. Ah bah tiens, on en revient toujours Ouais, au même. tiens, comme Ah par là hasard, là. ouais. Mais il se fait à nouveau piquer et il va du coup s'exiler au Brésil où il finit ses jours dans la misère et la maladie finit par l'emporter en 1949. Voilà. Voilà, une belle fin. Hein. Bah ouais, fallait s'y attendre quelque part. Hein. Et donc Ponzi passa sa vie donc à arnaquer les gens et ira systématiquement en prison pour ça. Mais il avait la tête dure. Il donne malgré tout ses lettres de noblesse, on peut dire, au système de Ponzi qui est toujours utilisé et qui a permis à d'autres après lui de s'enrichir sur le dos de gens crédules. Bon, après ça, normalement, tu te dis ça devrait servir de caution morale dans le sens où, malgré la sophistication de l'arnaque et son ampleur, le mec s'est quand même fait piquer, quoi. Et malgré tout, il y a toujours des petits malins qui sont là, mais t'inquiète, je vais gérer, avec moi, il n'y a pas de problème. Normal, quoi. Et en effet, le plus contemporain et peut-être le plus connu de tous est bien entendu le mal nommé Bernard Madoff. Ah, sacré Bernie. On l'aime. Ou pas. Surtout pas d'ailleurs. Surtout pas, il y a pas mal de gens qui l'aiment pas. je Non, pense. c'est clair. Et donc ce Bernie est à ce jour celui qui a créé le plus vaste système de Ponzi au monde. Pendant au moins 17 ans, on estime qu'il a subtilisé des dizaines de milliards de dollars. Des à milliards Des milliards, mon gars, à de riches investisseurs. Sa magouille a eu des répercussions internationales et mis dans la merde des dizaines de banques et entreprises financières. Ouais, parce que en plus, c'était pas que. Les gens qui investissaient avec lui, c'était pas que les individuels, il y avait les entreprises. Ah il y ouais, avait- c'était d'ailleurs surtout des entreprises. Ouais, en fait, des fonds de qui- placement, Ah ouais, des fonds des banques. des banques, ouais. On va le voir. Et donc tout commence en 1960 quand alors le petit Bernie, seulement âgé de 22 ans,
lance avec quelques milliers de dollars seulement son propre fonds d'investissement appelé Bernard Madoff Investment Securities. Corporation. Ouais, parce que Ouais, il rajoute en classe tant avec qu'il y le est, corporation. Ouais, c'est clair. Et les années passent et il gagne la confiance de ses investisseurs et devient rapidement un prodige de Wall Street. Et grâce à ses innovations dans le monde des affaires, il participe même à jeter les bases du Nasdaq. Donc Ah oui, c'est vrai que c'est lui, ouais. dont il sera même président pendant quelques années, au début des années 90. Putain, l'ironie, quoi. Non mais grave. Ouais. Son influence est telle qu'on lui fait confiance, réputé pour être un visionnaire et un homme intègre. Un gars sûr. Un gars sûr. Un bah gars ouais, sûr, mais putain, oui, évidemment. Son montage financier reste malgré tout précaire, et il en est conscient, mais il parvient par la force de son charisme à convaincre ses investisseurs de continuer à lui passer du fric. Contrairement à Ponzi qui lui promettait, bon on l'a dit, un 100% sur 90 jours, Madoff lui était un peu plus malin quand même et promettait des taux plus faibles certes, mais toujours genre beaucoup plus compétitifs que la concurrence, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, si tu me permets, Oui, bien sûr. Parce que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps sur le podcast qui s'appelle Légende, où c'est des interviews d'anciens professionnels ou de personnes connues. Et là, c'était un ancien trader. Et du coup, à un moment donné, il parle vite fait de l'affaire Madoff. Et en fait, a priori, Madoff lui proposait des taux de rendement de 10%. Donc, pour comparer, par exemple, entre 10 et 20%. entre 10 et 20%, un livret A en France, c'est 3%. Ouais. Ce qui est considéré comme un des mes placements les plus sûrs, parce que c'est garanti par la banque. Mais 10%, le trader, il disait, c'est impossible. Aucun fonds de placement, aucune banque d'investissement ne te proposera jamais 10% garantie. C'est impossible. Donc déjà, à l'époque, c'était énorme. Non, alors qu'on on est loin quand même des 100% de Ponzi. Mais déjà, c'était... C'est clair. Mais la fête ne dure qu'un temps, car en 2008 éclate la crise des subprimes. Pour info, les subprimes, c'est le nom donné aux prêts immobiliers à taux variable qui étaient offerts aux Américains disposant de faibles revenus. Mais à mesure que la valeur de l'immobilier augmentait, car de plus en plus d'Américains pouvaient accéder à ces prêts immobiliers, les taux d'intérêt augmentaient également jusqu'à créer une bulle spéculative. Sauf qu'à un moment, la bulle a été tellement tendue qu'elle a pété parce que les Américains ne pouvaient... pété. Ça a pété, mon gars. Parce que les Américains ne pouvaient même plus rembourser du coup leurs dettes. Et ça a foutu tout le monde dans la merde. Et donc, évidemment, Bernard Madoff avec tous ces gens. Parce qu'avec la crise, évidemment, les investisseurs prennent peur et demandent à récupérer leur argent. Sauf que Madoff, lui, il n'a plus cet argent. La supercherie est révélée au grand jour et avec ça, la confiance qu'il avait créée s'écroule totalement. En décembre 2008, Madoff sait qu'il est fini et confesse son montage à sa famille et il est arrêté par le FBI dès le lendemain. L'année suivante, il est condamné à 150 ans de prison. Normal. Ouais, c'est long. Ouais, c'est long, ouais. En sachant que bon, il avait déjà à peu près 60 balais, donc tu fais le calcul. Ça fait beaucoup d'années, quoi. Et les premières estimations de l'argent perdu sortent et c'est astronomique, donc des dizaines de milliards de dollars qui ont disparu, quoi. Pouf, quoi. Bah oui. Ouais, voilà, exactement. Et rien qu'en France, juste pour prendre l'exemple de la France, on approche carrément quasiment le milliard de dollars. Ouais, c'est ça. Parce que plusieurs groupes ont perdu donc, des millions dans l'affaire. On peut parler par exemple de Natixis, qui est un assureur avec 600 millions de dollars volatilisés. La banque BNP Paribas, qui a perdu 450 millions de dollars. AXA, un autre assureur, qui a perdu 130 millions de dollars. Et le Crédit Mutuel également, donc une autre banque, qui a perdu 120 millions de dollars. Donc tout ça accumulé, ça fait même, je crois qu'on dépasse largement le milliard de dollars, quoi. Quoi qu'il en soit, Madoff meurt en prison en 2022 à l'âge de 82 ans. Sa réputation est ruinée. En même temps, ouais. Et puis il a quand même gardé ça pour lui toute sa vie. Parce que même sa famille ne savait pas. Bah ouais, c'est clair. C'est sur le fait devant le fait accompli que là, il dit ok, bon là je peux plus. Ouais, c'est clair. Bah surtout qu'en plus pendant son procès, il aurait vraiment exprimé genre des gros remords parce que, en fait, pas vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de sa famille. Ouais. Parce qu'il savait qu'il avait ruiné la réputation de sa famille, du coup, qui jouissait quand même d'une réputation. Et qui du coup vont hériter de ses dettes. Ah bah évidemment. Ouais. Bah ça c'est clair et net. Donc là c'est cadeau, hein. Là c'est vraiment cadeau. Mais donc a priori ouais, d'après ce qu'on peut reprendre des procès, c'est que il a vraiment exprimé genre des remords, quoi. Il a compris que c'était de la merde ce qu'il avait fait. Bon après en même temps le mal était déjà fait, c'était trop tard. Donc voilà. Et il a aussi chouré de la thune à Spielberg, ce mec. Voilà. Ah ouais. J'ai pas le détail, via son association caritative. Ah. Sympa. Hein. Sympa. Ouais, bien joué. Voilà. Ainsi terminent ceux qui croyaient être les boss du game, ruinés et détestés.
J'ai conscience malgré tout que je n'ai abordé ici qu'un type d'arnaque, celle créée par Ponzi lui-même. Mais il en existe évidemment une multitude et de nos jours, nos systèmes paraissent de plus en plus vulnérables à des arnaqueurs qui ne manquent pas de ressources pour vous la mettre à l'envers. Alors si un jour on vous propose un plan qui vous paraît trop beau pour être vrai, ou que même le prince du Sénégal lui-même vous contacte car il a besoin de mettre sa fortune à l'abri par exemple, dites-vous que vous avez sûrement beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Et que si c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou même quasiment hors sujet avec le sujet. Alors, avant par contre de commencer, j'aimerais qu'on apporte une petite rectification par rapport à notre dernière émission. Alors effectivement, c'était sur l'émission donc Moutarde et Terre plate. Exactement. C'était Très intéressant, très intéressant l'épisode. Ouais. Mais un auditeur donc nous a fait une petite remarque et d'ailleurs merci à lui concernant une erreur que j'ai glissée durant mon sujet sur la moutarde en parlant de la fête de la ville de Bénichon avec sa célébration autour de la moutarde et c'était pas tout à fait ça en fait. Eh bien en fait non, Bénichon n'est pas un lieu comme on l'avait dit, mais c'est une fête traditionnelle et la moutarde de Bénichon est une spécialité du canton de Fribourg en Suisse. Je sais que je t'apprends un truc. Il s'agit je ne suis pas allé évidemment sur la page Wikipédia que cet auditeur avait mis, oui effectivement. Voilà, non mais c'est pour ça là, c'est pas vachement bien de rectifier. Il s'agit d'une confiture d'épices aigres douces composée de farine de moutarde, de farine fleur, de vin blanc et de vin cuit ainsi que de sucre candi et d'eau. Voilà. Donc merci effectivement à cet auditeur de nous avoir permis de rétablir la vérité. Oui, merci à toi, gros bisous. Voilà, et c'est bien la preuve que nos sujets ne sont pas écrits par IA, nous faisons des erreurs comme tout le monde. Effectivement. Alors du coup, de quoi n'as-tu pas parlé par rapport à ce cher Ponzi ? Alors, moi en fait, rien à voir avec Ponzi, mais le truc c'est que durant mes recherches, je suis quand même tombé sur d'autres arnaqueurs. Et notamment un sur lequel un film avait été fait, Attrape-moi si tu peux. Ah mais oui, c'est avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Exactement, tout à fait. Et ce gars-là, c'était Francis William Abagnale. Bon bref. Abagnale. Voilà. Et qui a, en fait, c'était un des plus célèbres faussaires américains. Qui a commencé, donc qui a fait des faux chèques, qui aurait été pilote de ligne, qui aurait été également docteur, me semble-t-il. Mais un peu comme le caméléon dans la série 90. Quelque part. À chaque fois, il pouvait faire ce qu'il voulait, le mec. Dans la trilogie du samedi soir. Ouais, exactement. Mais ceci dit, apparemment, il y a eu beaucoup d'affabulation. Et il se pourrait que ce soit un gros mensonge, tout ça, mais on n'a pas les preuves. Donc l'arnaque serait un gros mensonge. L'arnaque était même une arnaque. Ah la vache. C'est beau. Et toi alors sur les dictateurs ? Sur les dictateurs, moi il y a un truc dont j'ai entendu parler, je ne savais pas. Il y a le dictateur du Salvador, Nayib Bukele, qui est d'ailleurs toujours actuellement au pouvoir. Ouais. En fait, c'est pas un dictateur, on l'appelle le dictateur cool parce que il a résolu le problème de la guerre des gangs au Salvador. Ah oui, mais en mode ultra vénère par contre. Ultra vénère, c'est-à-dire qu'il a même construit 2 prisons exprès pour littéralement déporter les membres des gangs. Donc il y a 75 000 membres de gangs qui sont répartis entre 2 prisons. Ouais, et puis présumés. Présumé, oui. C'est pas prouvé que ce soit mais tous le fait des est que du gangs, coup, aux dernières élections en 2019, il a été réélu à 85%. Ouais. Ce qui est grande victoire pour la démocratie. mais apparemment, c'est vraiment parce que il a fait... Voilà, c'est un mec à qui on peut dire, vous faisiez ce que vous disiez. Tu vois, allez, il a dit, je vais vous débarrasser des gangs, il l'a fait. Ouais. Mais voilà, c'est pas vraiment un dictateur, il a été élu démocratiquement. Bon, après... Mais on le surnomme le dictateur cool. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, voilà ce que c'était le Salvador avant que lui arrive au pouvoir. C'est un des pays les plus violents du monde, donc bon... Exactement. Il y avait la dictature militaire au Brésil dont je voulais parler, mais pareil, c'était beaucoup trop dense. Mais simplement, juste pour parler de ça, il y a pas mal d'artistes et d'aristocrates qui ont fui, notamment en France. Et en Grande-Bretagne pour fuir la censure, la déportation et la torture. Le plus connu étant le chanteur Gilberto Gil, ou Gilberto Gil. Je crois que c'est Gilberto Gil. On va le dire à la française. Allez. Voilà. Gilou, on va l'appeler. C'est ça. Et toi alors ? Moi, un autre petit arnaqueur avant la grande période du capitalisme,
C'était un gars qui s'appelait McGregor, rien à voir avec le champion de MMA. Ah, moi, je pensais au maître Jedi, mais ok. Non, vas-y. Sinon, oui, pourquoi pas. Hello there. Ouais. Et c'est un gars en fait qui a réussi à raconter des gros bobards. Donc c'était un Anglais, me semble-t-il. Merde, j'ai pas le détail là. Mais bon, bref. Et c'est un gars qui a réussi à faire. T'as pas fait des recherches plus approfondies, donc c'est normal. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est un mec qui était donc en Amérique centrale. Et il a inventé, enfin il avait du moins inventé en 1820 un pays fictif qu'il appelait Poyaïs. Wow, voilà, encore une fois on ne sait pas comment le prononcer. Donc il s'était lui-même autoproclamé gouverneur. Et en fait il avait vendu ces terres-là comme étant un nouvel Eldorado avec des terres fertiles, plein de ressources, des infrastructures qui étaient déjà là, donc tu vois, prêtes à l'emploi quoi en fait quoi. Et il a convaincu en fait plein d'aristocrates, de riches, de marchands pour lui filer de la thune. Sauf que lui, en fait, il y avait rien de tout ça et il y avait même pas du tout de territoire d'ailleurs parce que il avait rien, il était propriétaire de rien du tout ce gars-là quoi. Et voilà. Et sauf que l'homme n'a jamais été condamné pour ça. Et il a même fini ses vieux jours au Venezuela tranquille. Et il a même fini par être récompensé par son gouvernement pour ses prouesses militaires. Ah ouais, donc une fin heureuse pour Ah ouais, un non, mais arnaqueur. lui, bénèze. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai écouté un truc il y a pas très très longtemps sur un arnaqueur, je crois que c'est au début des années 1900, au moment où on savait pas si la Tour Eiffel allait rester à Paris ou pas. Et c'est un mec qui a vendu la Tour Eiffel à un magnat de la métallurgie, mais sauf qu'évidemment c'est une énorme arnaque, mais il a réussi à convaincre le mec à force à la fin le magnat lui a signé un chèque quoi. Ah mais ça me fait penser encore à un autre gars alors pour le coup là j'ai rien noté, c'est un Indien qui le mec en fait pendant des années il a fait des arnaques à des riches en fait où il vendait les monuments, genre il a vendu le Taj Mahal à un gars tu vois. Ouais. Le mec il a dû entendre parler du mec de la Tour Eiffel, il s'est dit oh je vais faire pareil. Moi aussi on a des gros trucs à vendre là, moi Ouais, je vais voir ce que me faire ça. Allez le Gange mon gars, je vais vendre mon Je vais gars. prendre le Gange. Et moi pour finir en fait il y en a un dont j'ai pas parlé, c'est le dictateur, donc c'est Niazov au Turkménistan, qui a dirigé le pays notamment pendant l'époque communiste, enfin l'époque de l'URSS. Et en fait le truc c'est que c'est un dictateur qui a pris des décisions complètement absurdes pour son pays, qui est toujours d'ailleurs même actuellement parce que c'est son fils qui a repris le pouvoir, un des pays les plus fermés au monde. Mais il a beaucoup été couvert dans pas mal de vidéos YouTube, donc je voulais pas faire de la redite. Ouais. Mais bon, il a fait des trucs vraiment débiles. Il a changé des mois de l'année par des noms des membres de sa famille. Le melon quoi. Il a une statue en or de lui-même en haut d'une énorme arc de triomphe en marbre qui tourne avec le soleil. Enfin bon, allez voir sur YouTube, tapez Niazov et tapez-vous une bonne barre parce que franchement c'est absolument formidable. Mais voilà, ça c'est tout pour moi. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Et désormais, nous sommes également présents sur une petite plateforme pleine d'avenir où tout reste encore à faire. YouTube. Oh. Eh oui. Depuis cette semaine, nos épisodes vont sortir également sur cette fameuse plateforme. DTC n'a jamais été aussi facile à partager, alors allez-y. Et rendez-vous également sur Instagram donc pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et si vous voulez également apporter des corrections au sujet que nous vous présentons. Corrigez-nous, putain. Corrigez-nous. Allez, Kenavo. Allez, gros bisous les copains. Je suis pas ton pote, mon gars! Et moi, je suis pas ton gars, mec! Oh, c'est pas ton mec, mon pote! Je suis pas ton pote, mon gars! On n'est pas tes gars, mec! Je suis pas votre mec, les gars!